c'est Hélène de Rangervais, je suis française expatriée en Belgique depuis 15 ans. Je vais vous demander dès le départ de m'excuser sur tous les anglicismes, mots anglais, problèmes de traduction que je vais avoir pour vous parler aujourd'hui parce que ça fait 15 ans que je ne travaille quasiment qu'en anglais au quotidien, donc j'ai le vocabulaire technique en anglais. En français, ça devient plus compliqué. Donc déjà, première caveat. Je travaille depuis 3 ans et demi pour Anti-Slavery International. Ça fait 20 ans que je travaille dans les droits humains. Avec Vincent, que j'avais harponné pour être pour faire partie du conseil d'administration à l'époque, on avait cofondé une association qui est un centre de soins pour victimes de torture qui est ici à Paris. Je travaille donc dans les droits humains en général plutôt sur des questions où il y a des victimes qui sont au-delà de... qui ont besoin d'une aide et qui sont en général dans une contrainte qui est extrême et donc qui ne permet pas d'avoir une démarche de développement personnel qui leur permette de sortir de ça sans l'aide de quelqu'un, malheureusement. Anti-Slavery International, c'est une association anglaise. Pour la fonction que j'ai pour eux, c'est plutôt la question du plaidoyer au niveau européen. Donc ça fait 3 ans que je travaille sur justement la directive sur le devoir de vigilance et sur récemment le règlement sur le travail forcé qu'on a beaucoup poussé. Je coordonne les associations qui travaillent sur ce sujet-là et donc on travaille beaucoup en coalition. J'ai des interlocuteurs qui vont depuis effectivement les entreprises jusqu'aux décisionnaires politiques en passant par les ONG, mais aussi les associations d'entreprises qui travaillent au niveau européen. Et un de mes credos à moi et aussi un des credos d'Anti-Slavery, c'est qu'on essaye, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a personne qui est là pour être condamné. Par contre, tout le monde peut progresser et donc notre ambition, c'est justement de travailler pour faire en sorte que on puisse obtenir une meilleure gestion des ressources humaines, une meilleure gestion des conditions de travail décentes pour les personnes qui sont victimes de travail forcé, sachant qu'on travaille principalement sur ce qui se passe à l'extérieur de l'Union européenne, donc dans les chaînes de valeur, et sur les contraintes que vous pouvez découvrir selon les pays. Donc Anti-Slavery International, c'est une association, c'est la plus ancienne association de défense des droits humains au monde. Elle a été créée il y a 180 ans par un des premiers activistes qui luttaient contre l'esclavage, à l'époque esclavage classique. On travaille effectivement pour que toutes les formes d'esclavage moderne soient éliminées des chaînes d'approvisionnement et que les travailleurs bénéficient de conditions de travail décentes. On demande l'adoption de lois contraignantes et donc on encourage l'amélioration des pratiques commerciales et on demande des comptes aux entreprises par justement le biais de ces lois. On ne fait pas de benchmarking, on ne fait pas de name and shame. Par contre, on travaille avec les entreprises qui le souhaitent avec un esprit critique pour essayer de les aider à améliorer leurs pratiques. Donc j'ai juste prévu quatre grandes sections entre guillemets. Qu'est-ce que le travail forcé et comment est-ce qu'on l'identifie? Quels sont les développements RSE au niveau européen? Comment est-ce qu'on fait l'identification des risques dans la CS3D, donc dans le devoir de vigilance qui est en train d'être négocié, et quelles sont les obligations de reporting entre CS3D et CSRD. Ne me demandez pas s'il vous plaît de vous donner l'acronyme en français ou le nom de la législation en français, je ne saurais pas vous le dire. Voilà, mais moi pas. Donc qu'est-ce que le travail forcé et comment l'identifier ? Selon nos estimations mondiales qui sont sorties il y a quelques mois maintenant et qui ont été calculées sur la période de 2021, on est à 27,6 millions de personnes qui sont en situation de travail forcé. Et dans la situation de travail forcé, on exclut tout ce qui est mariage, enfin, si vous allez regarder ces Global Estimates, vous allez aussi avoir dans la notion d'esclavage moderne, tout ce qui est mariage forcé des enfants. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Là, on est vraiment sur les questions de travail forcé pur et dur, mais qui inclut quand même aussi tout ce qui est exploitation sexuelle. Les femmes et les filles représentent 11,8 millions de ces personnes qui sont en travail forcé. On a plus de 3,3 millions d'enfants. Et là, on distingue aussi la distinction entre travail forcé des enfants et travail des enfants
enfants. Si vous avez des questions, je peux revenir sur la distinction à un moment ou à un autre. Et parce que le travail forcé a lieu partout, et pas seulement en Asie du Sud-Est, on a aussi 4,1 millions de ces personnes qui sont en situation de travail forcé dans la région Europe et Asie centrale. Et quand on parle Europe, on parle aussi de l'Union européenne. On a des situations de travail forcé dans à peu près tous les pays de l'Union européenne, principalement liées à des travailleurs migrants ou à des travailleurs saisonniers, souvent liées aussi à du travail au noir et à des situations de personnes en destitution. Justement, les chiffres que vous donnez là, on parle bien exclusivement du travail forcé et pas du travail illégal. Non, travail forcé. Travail forcé. Donc le travail forcé a augmenté de 2,7 millions depuis 2016 où il y avait eu les dernières Global Estimates qui avaient été publiées. Et cette augmentation est entièrement due au travail forcé dans l'économie privée. Donc dans l'économie privée, on a effectivement 17,3 millions de personnes dans les chaînes de valeur qui sont en situation de travail forcé. Qu'est-ce que le travail forcé? Donc, le travail forcé consiste à obliger des personnes à effectuer un travail ou à rendre un service contre leur gré et sous la menace d'une punition violente ou non violente, physique ou psychologique. Ces deux éléments-là sont les deux éléments qualificateurs du travail forcé. Oui. C'était pour la slide d'avant, j'avais une question. Oui. On les retrouve dans quel secteur? Ou ce sera peut-être après. Alors, on a quelques... Je pense que je passe dessus aussi un petit peu, je vais en parler. Les secteurs principaux du travail forcé, ça va être beaucoup les services dans tout ce qui est construction, tout ce qui est hospitalité, tout ce qui est travail domestique. Et puis après, vous avez le textile, vous avez l'électronique, vous avez d'autres secteurs qui vont être plus des secteurs au niveau de manufacturing, production. La production, la voilà. fabrication. La fabrication, voilà. Voilà. Et c'est ce qui complète ces études, hein, que ce soit Tisser-Avery ou d'autres. Vous pouvez retrouver sur certaines applications qui servent à nourrir la cartographie des risques des domaines du monde agricole. Oui. Que même quand vous êtes acheteur sur du PF, produit frais, ou du produit végétal, vous êtes souvent confronté à ça sans savoir. Oui, l'agriculture est un des secteurs où on a beaucoup de travail forcé, effectivement. Donc ces deux notions de travailler contre son gré et de travailler sous la menace, sous une menace, quelle qu'elle soit, sont les deux conditions nécessaires pour qualifier une situation de travail forcé. Contre leur gré, ça ne veut pas dire que la personne, par exemple, qui est en situation, qui n'a pas de papier en France et qui n'a pas accès, donc par cette situation, qui n'a pas accès à un travail normal, à un travail décent, à un contrat régulier, ça peut être aussi contre son gré parce qu'effectivement, elle n'a pas une possibilité d'accès à un travail légal et donc elle subit aussi, entre guillemets, l'obligation de s'engager dans des travaux au noir. Si on regarde ça à l'extérieur de l'Union européenne, il y a beaucoup de situations où il va y avoir des personnes qui vont être trompées sur la nature du contrat, qui vont être trompées sur la nature du travail, et là, encore une fois, on qualifie ça comme étant une situation contre leur gré. Travail forcé peut concerner n'importe qui, n'importe où, il n'y a pas de limitation au niveau géographique. Et les personnes en situation de vulnérabilité sont les plus exposées. Par exemple, celles qui font l'objet de discrimination, qui sont endettées ou qui n'ont donc d'autre choix économique que d'accepter un emploi comportant des risques, leur vulnérabilité à ce moment-là étant mise à profit. La vulnérabilité, c'est aussi la capacité de résister à une relation de pouvoir ou une relation hiérarchique beaucoup trop forte et qui les empêche de sortir de cette situation-là. Et on va revenir sur les indicateurs après. Voilà, donc les fameux indicateurs. L'OIT a défini 11 indicateurs du travail forcé. Je vous laisse les lire. Le principe, c'est qu'à partir du moment où vous avez, on les qualifie d'indices aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez au minimum 2 indicateurs ou plus, vous avez très probablement une situation de travail forcé. Et si vous avez un seul indicateur, on vous incite à procéder à une enquête plus approfondie. Chaque indicateur va aussi, on reviendra là-dessus après, va aussi devoir être adapté au contexte local. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser un indicateur comme ça en vous disant rétention de documents, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dans une situation où vous avez un travailleur migrant, la rétention de documents va être plus compliquée, avoir plus un impact? Oui. Dans quelles conditions? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont accès à leurs documents finalement, ou est-ce qu'il est juste mis en sécurité dans un coffre pour qu'ils ne soient pas volés, mais que le travailleur y a accès quand il veut? Ou est-ce qu'il y a une rétention de documents mais que le travailleur n'y a pas accès et qu'il ne peut pas
partir du pays ou partir de son travail sans ces papiers-là. Voilà, il faut adapter à chaque fois et toujours essayer de chercher un peu plus loin que est-ce que oui ou non c'est l'entreprise qui garde les passeports dans son coffre-fort. Si on regarde par exemple les indicateurs d'heures supplémentaires excessives, ça va aussi, vous avez encore cette notion, est-ce que c'est avec l'accord du travailleur ou est-ce que c'est contre leur gré? Est-ce qu'ils ont le choix de dire non à ces heures supplémentaires ou est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Donc tout ça va devoir être affiné. Les facteurs de risque, ils sont plusieurs, donc effectivement on a les secteurs qui ressortent ici. Vous avez la vulnérabilité des travailleurs, principalement les travailleurs migrants, que ce soit des migrants en interne, si vous regardez la situation de l'Inde où vous avez beaucoup de populations qui vont venir du nord vers le sud ou inversement en fonction aussi maintenant du changement climatique et des conséquences du changement climatique. On a beaucoup de populations qui se déplacent même en interne dans certains pays pour aller chercher du travail ailleurs. Vous avez toutes les questions des minorités et les communautés marginalisées, les communautés indigènes. Si vous regardez l'Inde, vous avez la question des castes, hein, donc les Dalits, ce sont ce qu'on appelait avant les intouchables. Vous avez la situation des réfugiés syriens en Turquie, qui sont exploités aussi beaucoup. Vous avez la question des travailleurs illettrés, ceux qui ne sont pas capables de lire un contrat, qui ne sont pas capables de se défendre, de connaître leurs droits. Les travailleurs temporaires, les travailleurs pauvres, pour les mêmes raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter des conditions de travail dégradantes, et les femmes et les enfants. Les secteurs, donc construction, agriculture, hospitalité, tout ce qui est travailleurs domestiques, tout ce qui est textile et vêtements, technologie verte malheureusement, et aussi transport et logistique. En gros, tous les secteurs où vous allez avoir un isolement aussi du travailleur vont être aussi potentiellement plus à risque. Dans l'agriculture, on voit, enfin, je veux dire, il ne se passe pas un mois presque sans qu'on ait un cas de travail forcé qui sort dans la chaîne du cacao. On est au-delà de ça, c'est systémique et tout le monde le sait. Et on est encore beaucoup plus sur le travail des enfants que sur le travail forcé pur et dur des adultes. Mais dans le café, par exemple, vous avez systématiquement des plantations de café qui sont quelque part au fin fond du Brésil, qui, par l'intermédiaire de X intermédiaires justement, vont se retrouver complètement isolés par rapport à l'acheteur ou à la marque entre guillemets qui va vendre le café. Et récemment, effectivement, on a une situation avec Starbucks qui se retrouve avec des situations de travail forcé dans des plantations auprès de qui ils se fournissent. Là, je reviendrai là-dessus, mais la notion des intermédiaires est extrêmement à risque en général. Tout intermédiaire va être à risque. Donc la nature du contrat aussi est source de vulnérabilité, facteur de risque. Tous les travailleurs saisonniers qui vont avoir une faible capacité à négocier ou à connaître leurs droits dans un pays où ils ne maîtrisent pas la langue et les conditions, souvent encore une fois, où ils sont venus par l'intermédiaire de personnes, de recruteurs qui ne sont pas forcément les plus honnêtes. Vous avez tout ce qui est travail mal rémunéré, tout ce qui est désagréable et dangereux, où les personnes qui ont le choix ne vont pas aller vers ces travails-là, et donc celles qui sont nécessairement dans ces emplois-là sont des personnes qui souvent n'ont pas le choix de prendre un autre travail. Tout ce qui est en particulier dans le domaine du textile, tout ce qui est le travail à la pièce, travail au poids, le secteur informel, le travail pour le compte d'une agence ou d'un courtier en main-d'œuvre en particulier, et les modèles d'entreprise où vous avez des rotations rapides et des biens à forte demande qui vont imposer à la fois des coûts de production très bas et des délais de livraison très très rapides qui font que les fournisseurs ne se sentent pas nécessairement tout le temps en capacité de dire non si jamais ils ne veulent pas perdre le contrat. Allez-y. En fait, je me fais un peu l'écho de la presse actuellement, mais par exemple, c'est peu documenté ce qui est le lien avec travail forcé et technologie verte. Moi, j'aimerais bien dans votre... Alors, on va... Technologie verte. Alors, on est sur... C'est l'IA, non? Non, alors l'IA, je ne vais pas savoir vous en parler, pour le coup là je ne maîtrise pas du tout le sujet. Par contre, technologie verte, on a effectivement tout ce qui est lié très très fort à la situation de la région ouïghour en Chine, puisque en particulier le domaine, et là pour le coup c'est très bien documenté, et je peux vous donner les références, il y a l'université de Sheffield Hallam
qui a mis en place tout un système de laboratoire de surveillance du travail forcé des Ouïghours, et où il documente secteur par secteur toute l'implication des différents secteurs dans cette région-là. Ça va du secteur automobile avec la fabrication des pièces en aluminium qui constituent les voitures, jusqu'à effectivement la production des tomates et du coton dans la région ouïghour, mais aussi tout ce qui est polysilicone qui est utilisé dans la fabrication des panneaux solaires. Et avec un secteur complètement contrôlé par la Chine. On avait un secteur du panneau solaire qui existait en Europe il y a une dizaine d'années de ça, principalement en Allemagne, voilà, qui a été complètement coulé parce qu'effectivement les pratiques commerciales et le coût de production des panneaux solaires en Chine n'a rien à voir avec celui qu'on avait en Europe, où on se retrouve maintenant effectivement dans les technologies vertes et aussi dans la fabrique des éoliennes. Maintenant on commence à faire sortir des choses dans la fabrique des éoliennes, où tout ce qui vient de Chine a très souvent un lien avec la région ouïghour. Le problème étant en plus que, pour ne pas vous simplifier les choses, le gouvernement chinois a mis en place aussi un système de transfert de travailleurs, où en fait ils prennent, alors encore une fois il n'y a aucun choix pour les populations qui subissent ça, ils prennent des travailleurs ouïghours pour les emmener dans des autres villes ou dans des autres sites de production à l'extérieur de la région ouïghour, où ils sont quand même dans une situation de travail forcé, où ils sont complètement contraints, ils n'ont pas le droit de circulation, ils n'ont pas le droit de sortir de l'entreprise, ils n'ont pas le droit de parler à qui que ce soit. Bref, je peux élaborer là-dessus, mais ce n'est pas le but de la journée. Le travail forcé imposé par l'État constitue 3,3 millions, non 3,7 millions de personnes aussi. Nous, au niveau d'Anti-Slavery International, on travaille dans deux coalitions principales, la coalition de lutte contre le travail forcé dans la région ouïghour, et puis la coalition qui s'appelle Cotton Campaign, qui là travaille sur le Turkménistan. On est sur une situation au niveau politique complètement différente, c'est-à-dire que là où la Chine va avoir des entreprises qui vont avoir un système d'utilisation du travail forcé dans la région ouïghour, au Turkménistan on est sur une politique où en fait c'est le président, il n'y a pas d'autre mot, le président qui commande à tous ses fonctionnaires, donc vous êtes professeur, vous êtes médecin dans un hôpital, tous les fonctionnaires au moment de la récolte du coton doivent donner de leur temps gratuitement pour aller piquer le coton, voilà. Ça. Pour aller ramasser le coton. Ramasser la fleur de coton. Voilà, pour ramasser la fleur de coton dans les champs. Et encore une fois, ils n'ont pas le choix. Alors s'ils ont de l'argent, ce qui est assez rare parce qu'en fait les fonctionnaires ils sont payés l'équivalent de 100 € par mois à l'époque, là-bas. Donc s'ils ont de l'argent, ils sont censés payer quelqu'un pour les remplacer. S'ils n'ont pas d'argent pour payer quelqu'un, des fois ils envoient leurs enfants. Donc on a une situation au Turkménistan où vous avez tout le secteur du coton qui est complètement, qui ne fonctionne qu'à base de travail forcé. Et ça aussi c'est documenté par certains de nos partenaires. Oups. Après, pour revenir à la question sur les technologies vertes, la Chine est devenue un des leaders dans le monde de la production des technologies vertes, c'est-à-dire tout ce qui va être au niveau des batteries, des panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires, c'est quand même connu depuis déjà quelques années, et autant relevé par les ONG, type Anti-Slavery, mais aussi relevé, c'est ce qui nourrit la cartographie des risques, par exemple, par le ministère du Travail américain. Vous avez une application qui vous permet de voir où sont les grands cas de travail forcé. Et sur la Chine, la première chose qui remonte, c'est justement les panneaux solaires. Et toutes les batteries électriques des véhicules sont aussi très fort concernées malheureusement. Et là, l'impact il est non seulement au niveau des droits humains, mais il est aussi au niveau environnemental, parce que une des raisons pour lesquelles les panneaux solaires sont produits à faible coût, c'est parce que toutes leurs entreprises fonctionnent avec production d'énergie au niveau du charbon. Et donc l'impact environnemental est aussi majeur dans la production de ces panneaux solaires. Pour compléter juste sur les panneaux solaires, ouais. C'est principalement les cellules qui sont en cause. Et pas de panneaux occupés, parce que les panneaux, on peut les faire en Europe sur la base de cellules. Malheureusement, les cellules se vendent que en Chine. Aujourd'hui, il n'y en a plus ailleurs. Depuis le démantèlement justement des filières allemandes et autrichiennes, qui étaient à l'époque, il y a 15 ans, leaders sur le marché. Après, il n'y a qu'une petite partie du travail forcé, parce qu'il y en a aussi sur les constructions de panneaux, mais il en reste de toute façon sur les cellules, sur le polysilicates, qui entourent les cellules.
Alors, Et le nom de l'application? Sweet and Toy. Je Sweet- vous la donnerai, vous l'aurez dans le compte rendu. Sur les panneaux solaires, alors nous on travaille aussi pas mal parce que bien sûr dans mon activité de plaidoyer au niveau de Bruxelles, on est en contact avec les organisations d'entreprises, enfin les business associations qui sont les plus progressives. Vous en avez une qui s'appelle ESMC, European Solar Manufacturing Council ou quelque chose comme ça, qui eux effectivement soutiennent beaucoup notre démarche au niveau du plaidoyer et en particulier la démarche sur la mise en place du règlement sur le travail forcé et qui ont quelques producteurs qui sont basés principalement en Norvège, qui produisent ça. Et il y a aussi une autre entreprise américaine qui s'appelle First Solar, qui produit des panneaux solaires avec une technologie différente. Alors pour ce que j'en sais, la technologie n'est pas parfaite par rapport, elle n'est pas aussi efficace et pas aussi rentable entre guillemets que les panneaux solaires classiques avec le polysilicone, mais polysilicate, peu importe, mais qui effectivement, ils ont aussi des faiblesses au niveau de leur capacité de production, c'est-à-dire qu'ils sont pas assez, voilà, ils n'ont pas en capacité de. En fait, ils ne produisent rien pour l'instant. C'est pas une production, c'est pas industrialisé pour l'instant. C'est des projets, c'est du labo de recherche. Mais aujourd'hui, ils ont appelé 50, qui est 70% inférieur à un panneau solaire, donc c'est juste pas possible. C'est un projet pour l'instant, c'est Ouais. réalisé. Ça va un jour, dans un an et demi. C'est ça, ils sont en train Et pour l'instant, il faut oublier les Américains. ils sont en train d'essayer d'ouvrir un site de production en Allemagne. Voilà, donc bon, il y a des progrès, mais il y a des possibilités alternatives, mais c'est pas parfait. Et en raison, parce qu'au niveau des États-Unis, vous avez le US Tariff Act, qui est on va dire le import ban, l'interdiction d'importer des produits faits avec du travail forcé dans tous les domaines. Et vous avez aussi une loi spécifique qui s'appelle le Uyghur Forced Labor Prevention Act et le UFLPA, donc. Cette section-là arrête principalement, donc empêche tous les produits avec un renversement de la charge de la preuve pour tous les produits qui viennent de la région ouïghour, hein, et une des grosses parties de ce qu'ils enlèvent, de ce qu'ils arrêtent à la frontière, c'est effectivement tous les produits des panneaux solaires, tout ce qui est électronique aussi. La Commission européenne planche sur justement l'adaptation de cette législation américaine pour interdire le commerce et sanctionner. Après, le droit à réparation, c'est une autre discussion, voilà. Mais au moins être aussi... C'est pas gentil d'appuyer sur les endroits qui font mal. Ça va être responsable, voilà. Oui. J'avais une question, Elodie, finis. Donc, ça, on peut imaginer qu'en complément de la CSRD, ça pourra au moins limiter l'introduction de ces produits-là. Au niveau de votre association, comment vous considérez le travail des prisonniers en France? De plus en plus, le gouvernement propose aux entreprises de sous-traiter dans les prisons. Je ne vais pas savoir vous répondre. Les indicateurs tout à l'heure, etc. Est-ce qu'on peut parler de travail forcé dans les prisons en France? Non. Non, hein, je pense pas. Mais je veux pas. Par la loi. Hein. Ça, je veux pas savoir vous répondre précisément parce que c'est pas du tout mon domaine et puis que Anti-Slavery fait pas du tout ce travail-là. C'est sur la base du volontaire. Ouais, voilà. Mais je pense qu'on est loin de la situation du travail dans les prisons aux États-Unis ou du travail dans les prisons en Thaïlande, par exemple. Il ne faut pas des fois. Vous avez un rien un peu. Ouais, d'autant plus qu'ils ne seront pas rémunérés comme une personne. Ah non. Dans le droit, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une question. Parce que l'observatoire, il y a un observatoire Ouais. qui sont très critiques par rapport à la position de la France. Je voulais savoir si Ça, je ne saurais pas vous dire du tout. Je sais que j'ai été en contact avec l'Observatoire il y a quelques années de ça, mais je sais même plus. Ouais, mais ça, ouais, avec Daniel Mérian, c'est encore, voilà, c'est encore plus loin. Non, j'ai été en contact avec l'Observatoire, mais honnêtement, on ne travaille pas sur la France. Et ce que je disais, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, Joël. Ce que je disais à Joël, c'est que moi, je travaille pour une ONG anglaise, et que un des gros manques que j'ai, c'est de trouver des interlocuteurs dans les pays des États membres de l'Union européenne qui travaillent sur justement le travail forcé dans les chaînes de valeur. C'est un autre discours, c'est un autre débat. Si vous avez des gens à me présenter, je suis intéressée à les rencontrer.
Donc, travail forcé imposé par l'État, c'est un autre secteur du travail forcé. On travaille vraiment sur le travail forcé dans les chaînes de valeur privées et travail forcé imposé par l'État. Mais avec des systèmes on ne peut pas réagir aux deux de la même façon. Donc, le problème de l'identification du travail forcé, c'est que on parle d'un continuum d'exploitation, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est pas un jour quelqu'un qui décide que oui voilà aujourd'hui je vais emprisonner tous mes travailleurs, non, ça se fait au fur et à mesure d'un certain nombre d'incitations. Le travail forcé est aussi difficile à repérer, c'est pour ça que tous les audits sociaux en général ne sont pas suffisants, voire pas adaptés du tout. Les travailleurs ne sont probablement pas en mesure de parler franchement, ils sont dans un système de coercition, donc vous ne pouvez pas leur demander de parler librement, il va y avoir une peur des représailles derrière. La situation peut ne pas être automatiquement visible, par exemple dans le cas des groupes en situation de servitude pour dette, le fait qu'ils aient payé les frais de recrutement en tant que travailleurs migrants pour être amenés dans un pays et travailler, le fait qu'on leur ait promis des rémunérations hautes qui leur permettraient de rembourser et que ces rémunérations ne sont pas là, le fait qu'on déduise de leur salaire des frais annexes, etc. Tout ça, en général, c'est pas visible sur la tête des gens et encore moins sur les produits. Il peut être aussi difficile de faire la distinction, mais il le fait vraiment, entre coercition directe et travail involontaire, donc c'est un peu ce qu'on a débattu tout à l'heure, qui découle de l'extrême pauvreté et de l'absence de moyens de subsistance alternatifs. Si la seule entreprise dans une région, je prends l'exemple par exemple du sud de l'Inde, de la région du Tamil Nadu, où vous avez toute l'industrie du cuir, mais aussi tout ce qui est, je ne sais pas les mots en français, l'industrie de ceux qui vont aller sortir les pierres, pas le mining, mais vraiment tout ce, voilà, extraction. Merci. Tout ce qui est extraction de pierres, etc., où vous avez beaucoup de gens qui sont dans des situations où il n'y a pas d'autres industries autour, où il n'y a pas de conditions de travail qui sont décentes, et en plus vous avez aussi la situation des Dalits, donc là pour le coup de cette caste d'intouchables à qui on va confier toutes les tâches qui sont considérées sales ou dégradantes, et entre autres justement tout ce qui est le traitement des peaux en cuir et de leur teinte, le tannage, mais aussi la coloration. Voilà, teinture, merci. Mais aussi la teinture, effectivement, qui sont extrêmement dangereux, qui sont polluants, qui sont dangereux pour la santé parce que c'est que des produits chimiques qui sont extrêmement agressifs, etc., etc. Là, ils n'ont pas d'autres situations, ils n'ont pas d'accès à d'autres types de travail parce qu'il y a une question de discrimination énorme au niveau de cette communauté-là, par exemple. Et ensuite, vous avez effectivement les abus en matière de travail, tels que le paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum, les abus en matière de santé et de sécurité, l'absence d'indemnité de maladie, etc., qui peuvent s'accumuler au fil du temps et entraîner une vulnérabilité accrue des travailleurs et des violations plus extrêmes. Si vous avez des questions, c'est vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment ce continuum du travail forcé va aussi de façon fluide, aller plus vers le travail forcé et des fois plus vers des situations d'exploitation en fonction de la situation. Donc on va pas avoir, il n'y a pas un seuil entre guillemets où on va pouvoir vous dire maintenant c'est du travail forcé ou ça ne l'est pas. Ça demande vraiment une enquête sur le terrain à chaque fois. Sur les salaires, on parle souvent de salaire décent. Mm-hmm. Il y a une définition quelque part en fonction des pays. Alors la fameuse définition du living income, elle est différente. On sort entre guillemets de la notion d'un revenu nécessaire pour avoir une vie décente. On n'est plus dans la notion d'un salaire décent. On essaye de faire passer. Difficile à évaluer. Ben voilà. Alors il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ça, pas la nôtre. C'est pas dans notre domaine de compétences, mais il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ça. Effectivement, sur cette définition de ce concept du living income. Qu'est-ce qui est nécessaire? Et là, si vous avez suivi un peu ce qui se passe au Bangladesh, par exemple, les travailleurs étaient en grève récemment. Malheureusement, ils demandaient un salaire, je crois, de l'équivalent de $250 par mois, et je crois qu'ils ont obtenu quelque chose comme 180, 190, après des semaines de grève qui, dans ces pays-là, ne sont pas des grèves où les travailleurs vont avoir une quelconque compensation, soyons clairs. Ça, c'est dans le domaine du textile.
Voilà, principalement du textile, oui, mais bon voilà, les conditions de, enfin, quel est le niveau de salaire qui va permettre à une famille de vivre, parce qu'on n'est pas sur la notion de salaire horaire minimum, on est sur la notion de qu'est-ce qui va permettre à une famille de vivre dans une situation décente, de ne pas avoir à envoyer ses enfants travailler pour pouvoir faire rentrer de l'argent, de ne pas avoir, etc., etc. Donc les conséquences derrière, elles sont assez larges. Je pourrais regarder quelles sont les sources sur le living income, je peux essayer de vous trouver ça. Diffuse annuellement des valeurs de living income pays par pays. D'accord. Et c'est au niveau de la famille et pas bien individuel. C'est au niveau de la famille. Oui, c'est Oui. revenu familial. Revenu familial minimum. C'est par rapport à des éléments démographiques sur la nature de la composition du foyer. Après, en termes même d'achat responsable, rien ne vous empêche de vous assurer que vous payez au moins pour salaire minimum. Il y a une entreprise qui travaille ici avec moins que la c'est un revenu. C'est ce qu'a voulu mettre en place l'État de Californie à l'époque. Ça il y a environ 24 mois dans le monde de la distribution pour assurer un taux horaire et un salaire minimum. Il n'y a pas de salaire minimum aux États-Unis. C'est juste des lois, non pas une loi fédérale, mais une loi de l'État qui instaure ça. À vous de vous assurer d'avoir le bon référentiel. C'est pour ça que vous avez la cartographie des risques. Tout est là. Donc développement au niveau de la responsabilité sociale des entreprises au niveau européen, c'est ce sur quoi je travaille depuis 3 ans. Ça fait 3 ans effectivement que, ça fait 5 ans que Anti-Slavery International a commencé à constituer une coalition avec d'autres associations pour demander la création d'une loi contraignante sur les questions de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc le développement, c'est qu'on a effectivement un certain nombre de... Bon, c'est dans la logique, pardon, et dans le suivi d'un certain nombre de développements qui ont eu lieu au niveau mondial, pas seulement au niveau européen, mais qui se sont accélérés aussi récemment au niveau européen, avec la loi de vigilance en France en 2017, avec la loi Lieferkettengesetz, je ne sais, par le Parlement, c'est une prononciation absolument atroce. LSKG, l'acronyme. Voilà, LSKG au niveau de l'Allemagne, vous avez aussi une loi en Norvège qui a été lancée, vous avez des lois spécifiques, par exemple aux Pays-Bas où vous êtes censé avoir une loi sur le travail des enfants qui est en attente d'application parce qu'ils ont décidé de mettre en attente la mise en œuvre de cette loi en attendant le développement de la CS3D au niveau européen, etc., etc. Et donc depuis 2022, on a effectivement cette proposition de loi au niveau européen qui s'appelle la CS3D et ça rentre aussi un peu dans la logique de tout ce qui est reporting sur les obligations sociales extra-financières qui là font suite à la NFRD au niveau européen, qui ont été votées en 2021 avec la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir effectivement dans les minutes qui viennent. On va parler à la fois de la CSRD, qui est entrée en vigueur donc le 5 janvier 2023, de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D, qui elle était publiée en février 2022 et qui maintenant en est au niveau de la négociation, au niveau des trilogues. Donc là, au niveau européen, vous êtes sur une situation de codécision où la Commission européenne, qui est le bras exécutif de l'Union européenne, va proposer une loi. Le Parlement et le Conseil, qui sont les représentants à la fois du peuple, puisque le Parlement est censé représenter les pays, enfin la population des pays, et les gouvernements au niveau du Conseil, vont chacun établir leur mandat de négociation et ensuite la Commission, le Conseil et le Parlement vont se mettre d'accord dans des trilogues sur le texte final. Oui. Est-ce que vous connaissez les paliers par exemple de seuil? Parce que pas toutes les entreprises sont... On va en parler après. Ok. Oui. L'objectif c'est d'en faire une loi ou un décret européen? La question qui vient derrière, c'est est-ce qu'il faudra que ça soit ratifié par les parlements de chaque État ou... Alors ça dépend si c'est une directive ou si c'est une régulation. La directive doit être transposée au niveau national, donc là la directive devra être transposée dans la loi nationale, alors que le Forced Labor Regulation, le règlement sur le travail forcé, est un règlement et donc là est automatiquement applicable. Ouais. La CS3D c'est une directive. C'est une directive. Il est prévu que ce soit une directive et qui implique directive en termes de droit.
et puis Michel peut vous compléter ces éléments-là, hein. C'est-à-dire que chaque pays, chaque État devra transposer le principe de transposition. Transposer, c'est ça. Transposer, ça. Transprendre donc sur le plan national donc la directive européenne. Et sans celle-là, voilà, et sans transposition, il n'y aura pas de décret d'application. Souvent, en termes de droit européen, le délai de transposition est fixé à 3 ans. C'est ça, c'est pas souvent, c'est fixé à 3 ans. Après, vous passez au titre de manquement aux directives européennes et vous passez sur les cours de justice européenne, si je sais tout ce qui peut aller. À la différence du droit européen, qui devient un droit supranational, qui est le cas par exemple du règlement. Du Forced Labor Regulations, pour le coup, là vous êtes tout de suite emmené devant un tribunal européen. Après, un certain nombre d'États se sont engagés au moment de la signature de cette directive, particulièrement sur la CS3D, Corporate Social Due Diligence Directive, de l'appliquer à la mise en œuvre de la directive. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre 3 ans. On estime que pour fin décembre 2024, elle sera finalisée. C'est à l'heure actuelle l'horizon. On croise les doigts. On croise tout, hein, les doigts, tout ce que vous voulez. Il est déjà prévu, et les textes français sont orientés comme ça, qu'à partir du 1er janvier 2025, ce soit directement applicable aux entreprises. Avec les niveaux de seuil, mais on va venir sur les niveaux de seuil après. Vous aviez une question? Oui, Hélène, cette démarche, est-ce qu'elle est également effectuée en Angleterre ou dans d'autres zones Alors, il y a plusieurs éléments de réponse dans ce que vous me posez comme question. Sur la question du devoir de vigilance, on a effectivement des lois qui sont en train de sortir. Alors, en l'occurrence, avec Anti-Slavery, non, en fait pas avec Anti-Slavery International, mais le Parti des Verts a publié très récemment un rapport où ils ont interrogé une partie de notre réseau, c'est-à-dire qu'Anti-Slavery International, on travaille avec un réseau de partenaires dans des pays tiers, et donc ils ont interrogé effectivement ces partenaires-là pour savoir quel était l'impact de juste des négociations sur la CS3D dans leur pays, et donc vous avez des situations en Ouganda, au Kenya, au Brésil et au Chili, où vous voyez que déjà les pays et les industries commencent à réagir et se mettent essayent de se mettre en situation de compliance, de conformité, merci, de conformité avec ce qu'ils attendent, ce qu'ils pensent qui va sortir de cette CS3D. Donc déjà, il y a effectivement un mouvement de ce côté-là. Vous avez des situations en Corée du Sud, par exemple, et au Japon, où il y a des demandes de création de ce genre de loi. Au niveau du Royaume-Uni, si vous avez regardé un tout petit peu récemment, il y a 2-3 jours de ça, une baronesse qui a présenté un texte. Alors c'est un texte qui est pour l'instant une initiative individuelle, donc ce n'est pas une initiative du gouvernement, mais Anti-Slavery International et bien d'autres organisations au niveau de l'Angleterre font aussi pas mal de plaidoyer pour justement mettre en place une situation de loi contraignante. Donc oui, il y a un certain nombre de mouvements qui se créent avec des lois sur ce domaine-là. Dans le domaine du travail forcé, on est aussi avec ce genre de coalition. Là, on a des obligations aussi au niveau de l'Australie qui sont déjà en existence. Vous avez l'équivalent du Modern Slavery Act au niveau du Royaume-Uni qui a aussi la même chose en Australie. Vous avez déjà des institutions australiennes qui surveillent ça. En Nouvelle-Zélande, il y a aussi une démarche pour que ça bouge. Pareil, en Corée, ils sont plus vraiment sur tout ce qui est devoir de vigilance plus que sur le travail forcé, mais on essaye de lancer effectivement, enfin pas que nous, hein, on est dans une coalition avec beaucoup d'organisations principalement américaines aussi, et d'organisations qui travaillent sur la lutte contre l'esclavage moderne, qui effectivement essayent de générer un certain nombre de mouvements dans ce domaine-là aussi. Donc la CS3D et la Forced Labor Regulation, donc on a déjà vu effectivement un peu les différences, sont encore en cours de négociation. Quand je dis encore en cours de négociation, c'est qu'on a une deadline fixe qui se trouve quelque part au cours du mois de février prochain.
Le Parlement européen et donc la Commission vont changer l'an prochain. On a les élections européennes qui vont avoir lieu début juin. Le Parlement actuel termine tous ces travaux à la fin du mois d'avril. Et donc, il faut que toutes les lois qui ont été en négociation jusqu'à présent, qui ont été proposées par la Commission européenne, arrivent au stade où où on passe les trilogues, où il y a un accord final sur le contenu du texte, pour qu'elles soient validées techniquement ensuite, traduites, etc., etc. Donc on est vraiment là maintenant on est dans une course contre la montre. Donc ces trois législations sont complémentaires. La CSRD remplace à terme la Non-Financial Reporting Directive qui a été mise en place en 2014. Elle définit les standards de reporting pour les grandes entreprises. La CS3D établit une obligation de moyens pour les grandes entreprises principalement. C'est une législation horizontale qui couvre tous les droits humains et la protection de l'environnement. C'est un objectif à long terme de prévention et de changement systémique. Donc on est encore complètement dans l'inconnu par rapport aux obligations et aux possibles sanctions en termes de responsabilité civile des entreprises, parce que c'est vraiment encore en cours de négociation et c'est un des points les plus tendus entre la négociation entre le Parlement et le Conseil en ce moment. Le règlement sur le travail forcé est aussi en cours de négociation. Il établit une obligation de résultat, c'est-à-dire que là vous êtes vraiment sur... si jamais il est identifié que dans votre produit que vous importez ou que vous fabriquez vous-même, il y a une partie ou toute ou une partie de ce produit qui a été produit avec du travail forcé, alors vous êtes sanctionné et ce produit sera en principe détruit. C'est pareil, c'est encore en cours de négociation. Mais là, la limite de ce règlement, c'est que ça ne fonctionne que sur les produits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction des services. Les services ne sont pas concernés, même si on part du principe que, par exemple, nous, on part du principe que ça aurait dû intégrer, par exemple, tout ce qui est transport, tout ce qui est packaging autour du produit, puisque ça constitue une partie essentielle du produit. Et en particulier, ce qui nous pose problème, c'est tous les transports maritimes, qui sont en général un secteur où vous avez énormément de situations de travail forcé, en particulier parce que les travailleurs, les marins qui sont sur les bateaux n'ont pas le choix de sortir du bateau. Souvent, ils ne sont même pas autorisés à descendre à terre dans les ports quand ils font le déchargement. Bref, des situations de travail forcé dans ce domaine-là et dans le domaine de la pêche sont quand même très courantes. Le domaine de la pêche sera couvert normalement parce que le poisson devient un produit et donc la façon dont il est pêché est concernée. Sur le monde du transport maritime, on travaille particulièrement dessus. C'est dans nos préoccupations et c'est demandé par certains des clients qu'on accompagne. Il y a deux éléments. Il y a déjà toute une partie environnementale avec les feuilles de route de décarbonation au titre de la taxonomie, mais ça, on en parlera sûrement dans un prochain club utilisateur. Mais il y a la différence de législation, le droit maritime international, où pour le coup, on essaye de s'assurer et de rappeler ça aux acheteurs que l'esclavage, il y a eu un cas à Marseille il n'y a pas très longtemps, c'est pas une bonne chose. Ça impacte la relation et surtout le fait qu'un navire ne puisse plus circuler. Donc, si on est un peu responsable, on regarde ces pratiques-là. Donc l'identification des risques dans la CS3D, on part bien sûr sur les standards internationaux, donc sur les normes internationales de l'OCDE et des Nations Unies. Je ne vais pas vous refaire cette chaîne ce processus, la définition de ce processus, je suis sûr que vous le connaissez. Quand on est sur l'identification des risques, on est bien sûr en particulier sur la première partie, donc tout ce qui est la cartographie de la chaîne de valeur, d'identifier ou d'évaluer les risques potentiels ou réels, parce qu'on est vraiment dans la logique de définir les risques potentiels et les risques avérés, liés non seulement aux activités de l'entreprise, mais aussi aux produits et à la chaîne de valeur jusqu'au bout de sa chaîne de valeur, à la différence de la législation allemande. Et avec une obligation de prioriser les impacts les plus significatifs. Donc dans le texte de la CS3D, on a effectivement cette nécessité de prioriser les impacts les plus significatifs et d'intervenir sur ces impacts-là, qu'ils soient potentiels ou avérés, en priorité avant de gérer ceux qui vont être moins importants.
Néanmoins, l'obligation est quand même une obligation de moyens sur tous les risques, donc sur toute la cartographie des risques, et il faudra pour l'entreprise, même si elle a le droit de prioriser d'abord son intervention sur ce qui est le plus important, elle devra de toute façon adresser tous les risques potentiels ou réels qui existent. Donc une approche spécifique est nécessaire pour le travail forcé, en lien avec tout ce que j'ai dit avant sur justement la difficulté pour l'identifier. Les audits sociaux ne sont pas adaptés, en tout cas pas seuls, pour identifier les risques de travail forcé, en particulier s'ils sont planifiés. Si vous envoyez un audit, une inspection sans prévenir, vous avez plus de chances de trouver des situations de travail forcé que si vous vous donnez un rendez-vous à l'entrepreneur en lui disant voilà, on va venir tel jour et prévoyez-moi des rendez-vous avec 5 travailleurs. Donc si vous n'avez pas la possibilité, quand vous faites un audit, de vous déplacer librement, si vous n'avez pas la possibilité de rencontrer qui vous voulez, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans tous les lieux d'entreprise, d'aller éventuellement inspecter les lieux où les travailleurs sont logés, etc., posez-vous des questions. Je vais juste préciser une chose, c'est que en tant qu'acheteur, logiquement, Simon on n'est pas bien en formation, c'est le métier de l'acheteur. Alors bien sûr, ça peut être accompagné, et c'est aussi là où nous on vous accompagne. Hein. Quand on pose des questions, on essaye d'être pertinent. La clause d'audit dans un contrat, elle doit être obligatoire, avec un délai de prévention, mais pas 15 jours à l'avance. En réglementaire, avec le COFRAC, c'est maximum 5 jours. Rien ne vous empêche de vous mettre sur les bonnes pratiques institutionnalisées par le COFRAC. Le COFRAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui certifie les pratiques d'audit, entre autres sur le réglementaire. Et tout acheteur doit pouvoir aller visiter son fournisseur. Alors, Patrick, je pense que tu te déplaces souvent. Voilà. Pour aller voir ce qui se passe à la guérite, à l'entrée, dans la chaîne de production. Alors, du moment qu'ils portent les EPI, ils peuvent le faire. Posez-vous aussi la question non seulement de la chaîne de production, mais aussi des services connexes. On a beaucoup de travail forcé, par exemple, dans les entreprises qui sont sous-traitantes pour le nettoyage ou pour la sécurité. Ça fait aussi partie des risques. L'analyse du contexte culturel, social et légal, local et national est important. Ça permet d'affiner les indicateurs et de les adapter à la situation. La consultation des parties prenantes est essentielle. Vous ne pouvez pas identifier des situations de travail forcé si vous ne parlez pas aux syndicats, aux travailleurs, aux communautés autour et aussi à toutes les associations qui représentent potentiellement ces communautés vulnérables, ces travailleurs, les femmes, etc. Et quand on parle de syndicats, essayez de vérifier que les syndicats sont indépendants et ça va aussi dépendre du contexte national. Vous allez pouvoir avoir une idée plus ou moins forte de savoir si ces syndicats sont jaunes ou pas jaunes. Oui. Alors, sur un des critères AFNOR, on a conditions de travail et dialogue syndical. Dialogue avec les parties prenantes. Dialogue syndical. Mais entre autres particulièrement avec les syndicats. C'est comme ça que c'est wordé. Et après, je me posais la question, pourquoi c'est pas divisé en deux? Parce que conditions travail et après dialogue social. Ça peut faire deux. Ah bah, ça peut tout à fait augmenter vos critères. Hein. Ça, on est justement, et c'est aussi pour ça qu'on vous réunit, c'est quelles sont vos attentes. Ça a évolué, hein. Depuis que la cartographie a été créée, il y a quelques années, on voit le changement des pratiques et des pratiques achats. Donc, à nous aussi de vous dire, voilà ce qu'on voit apparaître. Dans les formations qu'on pilote et qu'on porte, je ne vous ferai pas l'indécence de vous poser la question que j'ai posée hier. Allez-y, qui demande le bilan social de ses fournisseurs? Ah, merci. Bravo. Ah, sachant que 80% des acheteurs ne savent pas ce que c'est. Après, le bilan social, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 personnes, mais il y a la BDESE à demander. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 personnes. Vous avez tous ces critères-là. Alors, vous ne savez peut-être pas la lire, de le comprendre. Bah, demandez-nous, on va vous aider. Non, mais ce que je veux dire. Et ça peut amener, bien sûr, à plusieurs recommandations. Dans ce critère-là, par exemple, on peut traiter avec un fournisseur. Oui. Qui, enfin, le dialogue social est complètement absent, oui. Et les conditions de travail peuvent être bonnes. Oui, mais du coup, peut-être un peu antinomique.
Non, mais je ne dis pas que ça n'arrive pas. Après, tout dépend aussi de la qualité du dialogue social. Si vous êtes avec des syndicats, enfin, dans des pays qui n'ont pas nécessairement ratifié ou même qui ne mettent pas en œuvre l'obligation, enfin la convention de l'OIT sur le droit à la négociation collective ou simplement le droit de s'associer, vous allez avoir un dialogue social qui va être, s'il existe, complètement un exercice tick the box où on dit oui voilà on a convoqué tel syndicat et on a eu un dialogue social et on a négocié. Non, en fait on n'a rien négocié. Ces gens-là ne sont pas dans une capacité de négocier. Donc je comprends mieux. En fait, ça va être les conditions de travail qui seront, ça va être le dialogue social qui sera garant des conditions de travail. S'il est autonome et réel, oui. On peut imaginer. Ça facilite. Ça, voilà, c'est efficace. Exactement. Ça veut dire qu'il y a plutôt. Moi, ça m'a interpellé ce critère. J'ai toujours coincé quand même. C'est dans l'OIT, hein. Ouais. C'est dans par des conventions internationales sur le travail. Ah, c'est ça. Mais l'OIT vous le dit depuis le départ. Si vous avez des pays qui respectent effectivement le droit à la négociation collective, vous avez quand même beaucoup moins de risques de travail forcé. Ok. Quand même, au sens de l'OIT, c'est un pilier du travail. Exactement, c'est ça. Ouais. Ça fait partie des conventions essentielles qui existent. Maintenant, on met ça à 8000 pour ceux qui l'utilisent, qui travaillent, les fournisseurs étrangers. Mais donc ce contexte national, la législation au niveau national, et je parle du niveau local, parce que si vous regardez par exemple l'Inde c'est X États indépendants qui vont avoir leur législation locale au niveau du travail qui va être complètement différente par exemple. Comme aux États-Unis. Aussi, ouais. Est-ce qu'au niveau de la loi européenne, il va y avoir un peu des précisions sur... parce que tu disais là tout à l'heure qu'il fallait remonter toute la chaîne de valeur. On a vu que les points de travail forcé se concernent souvent très en amont. Ouais. En France, on parlait de lien commercial établi. Cette notion, ah, qu'est-ce que vous nous avez empoisonné la vie avec ça? Oui, donc c'est les fournisseurs de rang, alors que les fournisseurs de rang 1, qu'on arrive finalement à détecter ce genre de risque. Alors malheureusement, je n'ai pas encore une réponse finale à vous donner là-dessus parce que ce n'est pas encore complètement négocié. Mais effectivement, vous nous avez donné, vous petits Français, beaucoup de problèmes avec cette formulation que personne d'autre n'a compris. On a eu une levée de... C'est ça. mais comme la France a beaucoup insisté pour la garder pendant un certain temps, on a perdu pas mal de temps là-dessus. Donc a priori, on est quand même sur une relation, business relationship, relation commerciale, voilà, une relation commerciale. Après, ouais. Mais plus vague, plus large et plus compréhensive que effectivement cette notion commerciale de lien établi, etc. Il y avait tout un débat sur est-ce que vous êtes avec ce partenaire-là depuis longtemps, pas longtemps, est-ce que c'est temporaire, pas temporaire. Ça, on oublie complètement. Normalement, c'est plus dedans. Et je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Les fournisseurs de rang 2, il y a le problème des distributeurs aussi. Mais normalement, effectivement, dans la CS3D, on couvre toute la chaîne de valeur sans distinction et après, c'est par la cartographie, c'est par la priorisation que les entreprises doivent s'attacher à certains problèmes plus qu'à d'autres. Parce que ce qui est aberrant dans la française, c'est que c'est quand même démarré après le Rana Plaza. Pour Rana Plaza, c'est vraiment du chaîne de la chaîne de valeur. Les entreprises ne savaient même pas qui travaillaient avec eux. Et ils avaient des liens établis avec ce marketing. Après, vous avez, c'est tout le débat de la cartographie et de la chaîne de valeur. Hein. On a beaucoup d'entreprises qui nous disent ah oui, mais c'est trop compliqué. Néanmoins, il y en a aussi qui le font. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant du textile qui sont capables de vous mettre sur leur site internet. Il y en a une qui s'appelle Résidu, je crois, en Suède. Mauvais choix de nom au niveau français, mais bon, si vous allez sur leur site, vous pouvez choisir vos vêtements et sur chaque vêtement, vous avez la cartographie de tout jusqu'au raw material, jusqu'à la matière première du coton, où est-ce qu'il a été produit, etc. Donc vous avez la possibilité de le faire, vous avez des outils qui existent. Bien sûr, ça représente un coût, mais est-ce que ce coût-là n'est pas plus valable entre guillemets que l'exploitation des travailleurs derrière. Donc, formation dans le monde de la parfumerie, il y a un groupe de personnes qui ont monté un programme qui s'appelle Trace, où ils ont cartographié l'intégralité des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement. Au départ, c'était
pas pour lutter. Le forcer, c'était juste pour garantir la sécurité des approvisionnements en disant si les fournisseurs, est-ce qu'éventuellement eux ne se fournissent pas sur chez eux-mêmes, et là du coup j'ai un point de problématique de sécurisation d'approvisionnement. Mais ça a été lancé, c'est pas un secret, ça a été lancé par Chanel et maintenant LVMH est en train de rejoindre, etc. etc. Et donc l'ensemble des produits, jusqu'à la matière première, on tente de les tracer. On tente parce que c'est pas toujours évident d'avoir une information, mais juste à la carrière, jusqu'au champ coton. C'est ça. Il existe un certain nombre, on va dire, d'initiatives individuelles portées par les industriels. Il y a le programme Trace, il y a le programme qui a été lancé au niveau des achats plus responsable par Naos Industries, par Stéphane, sur l'origine des produits et se réunir. Donc, c'est aussi à vous de voir comment vous voulez adhérer ou non à ces programmes-là, sachant que, je vais le répéter, ça fait partie des éléments qu'on vous suggère dans la cartographie. Essayez d'adopter les meilleures pratiques. Voilà. Si vous regardez aussi dans le textile en particulier, c'est une initiative c'est une initiative de branche. Dans l'informatique, regardez ce que fait RBA, Responsible Business Alliance, parce qu'ils ont pas mal d'outils justement aussi, et eux ils travaillent beaucoup sur la cartographie de leurs risques et la cartographie de leur chaîne de valeur. Et c'est aussi le fait de mettre en commun des ressources, c'est-à-dire que ce genre d'association va justement essayer de faire en sorte que leur industrie en général va faciliter le mapping et la cartographie de toute la chaîne de valeur en partageant les informations. Alors c'est pas des choses qu'ils vont partager avec nous ONG, sont très très clairs, mais ils mettent en place des systèmes pour essayer de cartographier leur chaîne de valeur dans la totalité. Je crois qu'RBA me disait qu'ils en étaient à 90-95% de la totalité de la chaîne de valeur de l'électronique pour leurs membres. J'ai pas saisi le nom de... RBA, c'est Responsible Business Alliance. Dell, il doit pouvoir être, parce qu'il fait partie d'RBA. Et Dell, ils font partie d'RBA. Et oui, et donc je voulais juste dire sur le coton, aussi sur le textile, vous avez aussi des technologies maintenant qui font le tracing de tout le DNA, de tout l'ADN du coton et qui savent vous dire effectivement si le coton vient de la région ouïghour ou vient du Turkménistan ou vient de Turquie ou vient etc. Parce qu'ils ont dans leur système de tracing, ils ont identifié aussi effectivement les territoires, le sol, la qualité du sol. Bref, là on va au-delà de ce que moi je maîtrise au niveau technique, mais effectivement vous avez des entreprises qui maintenant sont capables de vous sortir tous les éléments nécessaires pour... Il y a aussi des teneurs en pesticides et... Ah ça je ne sais pas, il faut leur demander. Là je ne sais pas. Pardon. Il y en a une qui s'appelle Oritain, O-R-I-T-A-I-N, et il y en a une autre, je pourrais regarder. Ça fait partie des sources documentaires que nous on consulte, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on fera... Ça fait partie de notre veille, justement, de pouvoir orienter vers les best practices. J'essaierai de vous retrouver ça. Alors encore une fois, nous on a accès à des listes. Ça ne veut pas dire que c'est validé, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça ne veut pas dire que etc. Voilà, c'est des entreprises qui fournissent des données ou des informations. Donc effectivement la consultation des parties prenantes est essentielle parce que sinon vous n'avez pas la capacité de trianguler les données ou trianguler les informations que votre fournisseur vous donne. Et ce qu'on recommande aussi, et là c'est vraiment particulier à tout ce qui est travail forcé et gestion du droit du travail en règle générale, c'est la mise en place de dispositifs de gestion des plaintes qui soient fiables, qui soient indépendants, qui soient crédibles et qui soient transparents. Et la raison pour laquelle on insiste là-dessus, c'est que de notre point de vue à nous, qui est d'essayer de soutenir les travailleurs qui sont dans ces situations-là, s'il n'y a pas ces dispositifs de plainte qui sont accessibles au quotidien, facilement, à côté d'eux dans leur langue, etc., eh ben, vous n'allez pas avoir système d'alerte qui va vous permettre de faire remonter l'information, qui va vous permettre d'identifier un risque et qui va vous permettre de le gérer avant qu'il se transforme en un risque beaucoup plus important, avant que l'exploitation se transforme en travail forcé, etc. Donc la mise en place de ces dispositifs, elle est importante et donc vous avez une slide entière dessus. C'est un outil fondamental. Ils contribuent à prévenir l'escalade, ils permettent un suivi continu, allant au-delà des seules approches d'inspection. Malheureusement, ils ne peuvent pas fonctionner
s'ils ne jouissent pas de la confiance des travailleurs. Donc là, vous avez tout un travail à faire effectivement pour qu'il y ait une reconnaissance de ce dispositif comme étant valide et crédible. Et ça se construit au fur et à mesure du temps. Ça implique effectivement qu'il y ait idéalement une négociation collective et des syndicats qui puissent intervenir. Ils peuvent constituer le moyen le plus efficace pour les travailleurs de connaître leurs droits, d'exprimer leurs plaintes et de négocier les solutions. Mais malheureusement, il faut que ce soit des syndicats qui soient eux-mêmes indépendants. Donc là, on est vraiment dans une analyse du contexte national et local. Et donc, ça dépendra de ce contexte-là. Et les mécanismes de gestion de plainte ne peuvent être efficaces que s'ils aboutissent à une réparation effective. C'est-à-dire que les travailleurs vont voir leur situation changer. C'est-à-dire que si vous avez un travailleur qui va utiliser un de ces mécanismes-là, qui aborde une question pour les femmes de harcèlement sexuel ou d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas de réparation à ce qui a été au sujet de la plainte, alors ils n'ont aucune raison de faire une plainte supérieure ou de faire sortir justement des situations beaucoup plus graves. C'est une des entreprises avec qui on avait été en dialogue qui s'appelle Ulula, qui propose effectivement ce genre de service où ils mettent en place des systèmes de gestion de plaintes au niveau local, en partenariat avec des organisations locales aussi de droits humains et ou de droits sociaux, qui vont mettre en place un système. Et donc quand vous regardez le registre des plaintes, en fait, quand ils créent un nouveau système, vous avez d'abord des petites plaintes version ma condition de travail sont pas bonnes ou les toilettes sont pas propres, etc., qui arrivent dans les premiers temps. Et selon la façon dont ces plaintes-là vont être résolues, alors effectivement vous allez avoir des choses qui plus tard vont arriver avec des problèmes beaucoup plus grands, et c'est là que vous allez avoir les problèmes vraiment importants qui vont ressortir. Mais les travailleurs ne vont pas prendre le risque d'utiliser quelque chose s'ils ne sont pas sûrs qu'ils sont en sécurité, qu'il n'y a pas de représailles possibles derrière et qu'il n'y a aucun résultat derrière. Donc la question de la confiance des travailleurs dans ces mécanismes-là, elle est essentielle et elle se construit au fil du temps aussi. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Qui c'est qui paye? Ah bah là, pour Ulula, c'est l'entreprise. C'est la marque. C'est la marque. C'est la marque qui décide de mettre en place ces systèmes-là. La marque, c'est le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est-à-dire souvent l'entreprise européenne qui va travailler avec son fournisseur au niveau local. Et c'est souvent, enfin, dans la gestion du travail forcé, il y a obligatoirement un travail coopératif de formation, de renforcement des capacités des fournisseurs locaux, où vous allez au-delà, bien sûr, du code de conduite, vous allez au-delà de la clause contractuelle. C'est-à-dire qu'il y a un travail vraiment d'explication et de mise en situation qui est fait avec ces fournisseurs-là. Est-ce que c'est lié à une législation sur le whistleblowing ou c'est un autre truc? C'est différent. Alors la directive sur les lanceurs d'alerte, déjà, elle n'est valable qu'en Europe. Elle n'est valable que pour les personnes qui sont soit situées en Europe, soit qui ont une relation commerciale, une relation contractuelle avec l'employeur. Donc elle ne protège pas, par exemple, la personne lambda dans votre sous-traitant X au niveau 40 de la chaîne de valeur. Et ce qu'on essaie d'obtenir, nous, à la fois dans la CS3D et dans le règlement sur le travail forcé, c'est qu'il y ait au moins une obligation de confidentialité automatique pour toutes les personnes qui vont faire remonter des plaintes. Ce qui, pour l'instant, n'est pas encore acquis. Par contre, le mécanisme de whistleblowing peut être le même que celui pour les travailleurs. Oui, bien sûr. Dans des entreprises qui travaillent avec oui, ça peut être le même. Peu importe. C'est deux mécanismes différents. Ouais. Mais c'est surtout la question de l'accessibilité. C'était Bruno qui me demandait, voilà, est-ce que les systèmes qui utilisent des smartphones, ça fonctionne? Alors ça dépend où c'est. Mais si vous êtes dans des pays où vous avez des populations qui n'ont pas les moyens de se payer déjà leur nourriture, ils ne vont pas avoir de smartphone. Et par contre, et sur la confidentialité, parce que j'ai vu la discussion dans une entreprise où je bossais, c'est est-ce qu'on avait considéré devoir écrire une adresse email
Ça ne garantissait pas la confidentialité. Non, effectivement, ça ne garantit pas. Je ne sais pas s'il y a une position légale. Non, légalement, non, c'est pas défini. C'est pas défini légalement parce qu'effectivement, ça évolue tellement aussi au moment où les technologies évoluent. Donc non, l'adresse email souvent n'est pas suffisante. Ce qui fonctionne, enfin ce qu'ils essayent de mettre en place de plus en plus, c'est des systèmes où en fait vous avez un intermédiaire, c'est-à-dire que la plainte va être reçue avec un code, donc pas de nom, pas d'adresse personnelle. Ça peut se faire au téléphone, sur un téléphone physique et pas nécessairement sur un smartphone, qui va accorder un numéro de code entre guillemets, ou un numéro de plainte à la personne qui l'aura fourni, alors je ne sais plus leur système technique, mais en gros ils ont un système avec un numéro de rappel où c'est encore une fois à l'initiative de la personne qui a porté plainte de rappeler ce numéro-là qui est un numéro avec cet intermédiaire, cette association intermédiaire qui ne donne pas donc le lien direct avec l'entreprise, et c'est l'intermédiaire qui va gérer la plainte avec l'entreprise, avec le fournisseur, pour résoudre la plainte et qui va ensuite informer le plaignant du résultat. D'expérience, ce problème de confidentialité il se pose uniquement quand les gens ne sont pas sûrs de la réponse ou de la à la plainte. Quand on est dans des systèmes où quand il y a une plainte, il y a une réponse qui est donnée, elles se moquent de la confidentialité parce qu'ils savent qu'elle soit positive ou négative, la réponse, mais c'est une réponse qui est apportée. Et si le délai de réponse est satisfaisant, les gens ils se moquent de la confidentialité. Oui, bien sûr, à partir d'un certain moment, mais sur le. Et s'il n'y a pas de peur de représailles. Si on est dans des situations où il n'y a pas de peur de représailles. Oui. Question, comment ça se déploie auprès des sous-traitants, des travailleurs sous-traitants, sans passer par leurs dirigeants? Ah ben vous êtes obligé de passer par leurs dirigeants. Il n'y a pas le choix. Mais je comprends sa question. Est-ce que c'est le donneur d'ordre? Est-ce que c'est le fournisseur? Est-ce que c'est les deux? C'est obligatoirement en partenariat avec le fournisseur. Vous ne pouvez pas faire ça à leur insu. Y a pas, je veux dire, on est dans une logique où effectivement ça fait suite au développement d'une relation qui va travailler sur ces questions de travail forcé. Ça veut dire qu'effectivement vous allez pointer des sujets qui sont un peu lourds et compliqués à gérer, que vous allez avoir une réaction d'un mécanisme de défense de la part des fournisseurs souvent derrière, que vous allez avoir pléthore d'excuses sur ah oui mais la loi ici, ah oui mais le contexte ici, ah oui mais mes autres clients. Peu importe, il y a effectivement une obligation d'aller plus loin et d'engager cette relation. Ça demande du temps. On ne résout pas des situations de travail forcé en 2 jours. Parce que un refus de déploiement de la part des fournisseurs de support, c'est déjà un signe que alors après, moi je sais que j'avais dans une des conférences où j'avais été, il y avait par exemple la situation de ST, c'est une entreprise franco-italienne, ST Microelectronics, qui eux disaient qu'effectivement, alors ils avaient fait leur code de conduite, les clauses contractuelles, blablabla, et puis un jour ils sont arrivés sur place chez un de leurs fournisseurs et ils se sont rendus compte que la situation n'était certainement pas aussi rose qu'on leur promettait. Mais le fait, alors ils ont envoyé des guides de formation, c'est des processus en disant voilà vous devez faire ça et ça et ça, mais la compréhension fine de ce que ça voulait dire, ils ne comprenaient pas. Donc en fait, c'est seulement au moment où ils ont emmené les dirigeants et l'équipe de ce fournisseur dans un autre de leurs sites de production, où ils avaient mis en place des systèmes différents, et donc par la partage d'expérience, par la pratique réellement, qu'effectivement ces fournisseurs-là ont compris ce qu'on attendait d'eux et qu'ils ont pu le mettre en place dans leur propre entreprise. Donc vous avez vraiment aussi à prendre en compte la notion de qu'est-ce qui est compréhensible pour la personne en face. Si elle n'a pas des modèles, si elle n'a pas des exemples de bonnes pratiques, si elle n'a pas l'explication de concrètement qu'est-ce que ça implique, eh ben, ils peuvent vous promettre, ils sont souvent entre guillemets prêts à vous promettre bons et merveilles parce qu'ils veulent avoir le contrat. Donc il y a cette nécessité d'effectivement aller au-delà de la relation contractuelle ou de la relation par email ou d'envoyer des guides. Et donc ce que disait votre prénom, c'est Patrick, c'est qu'il doit y avoir une réparation. S'il y a une réparation efficace, appropriée à la plainte, alors effectivement votre mécanisme de plainte va fonctionner. S'il n'y a pas de réparation, vous perdez de l'argent en finançant ça. Difficile à voir, encore plus difficile à compter, ça c'est aussi mis en place par l'OIT. Je ne vais pas passer là-dessus parce qu'il est quelle heure? 10h30. Bruno, on est bon ou qu'on accélère? Ça dépend de vous aussi.
Mais donc en gros, je vous invite à lire cette publication-là. C'est vraiment la notion de ce qu'on a déjà dit avant, c'est-à-dire que les situations, la nature des indicateurs, comment est-ce que vous allez les analyser, leur niveau de gravité, etc. va dépendre du contexte, et que pour identifier comment est-ce que cet indicateur va se traduire dans une situation locale ou chez un fournisseur en particulier, vous devez mettre en place un processus participatif qui vous permette de déterminer quels sont les indicateurs pertinents au niveau local. Et donc cette publication Harder to See, Hard to Count, c'est quelque chose qui date d'il y a quelques années déjà, mais qui n'a pas encore, on n'a pas encore de quoi que ce soit qui soit mieux pour vous indiquer comment travailler là-dedans. Et c'est effectivement, c'est des indications, c'est pas normatif, c'est pas une obligation, mais c'est important d'aller plus loin. Donc l'identification des risques dans le processus de vigilance dans la CS3D, négociation en cours. On a un compromis qui a été trouvé sur une partie de la définition du devoir de vigilance. Donc l'approche doit être basée sur le risque. On sera sur une liste fermée de mesures. Donc il y a un risque malheureusement de tick boxing et je ne peux pas vous dire encore quelle est cette liste de mesures parce qu'elle n'est pas encore déterminée. Mais ce sera quelque part au milieu entre la position du Parlement et celle du Conseil. La priorisation doit tenir compte du degré d'implication de l'entreprise, donc on est vraiment dans ce qu'ils appellent le Involvement Framework en anglais, avec la notion de causing, contributing ou directly linked, donc causer, contribuer ou être simplement directement lié. On est sur une logique aussi de savoir si l'impact négatif potentiel ou avéré est causé, donc principalement la responsabilité sera sur la cause, enfin quand vous êtes dans une relation de causalité, dans une relation de contribution, par action et par omission, par l'entreprise seule ou conjointement, donc la fameuse contribution, avec des filiales ou des partenaires commerciaux, qu'ils soient directs ou indirects. Et si l'entreprise n'est que directement liée, c'est-à-dire si sa filiale ou son partenaire commercial cause seul l'impact négatif potentiel ou avéré, elle doit tout de même user de son influence pour prévenir ou atténuer l'impact négatif. Et là, on a tout ce travail, toute cette logique sur quelle est votre capacité de levier, votre capacité d'influence. Est-ce que vous devez normalement dans la logique de l'OCDE et des Nations Unies, vous devez essayer d'augmenter votre capacité de levier en travaillant avec les autres clients par exemple de ce fournisseur pour faire en sorte que ce fournisseur arrête ses impacts négatifs. Et là on parle à la fois environnement et droits de l'homme, on est sur la totalité. Je suis pas sûre de bien comprendre, mais là ça veut dire que si l'entreprise n'est que directement liée, filiale ou partenaire commercial, elle est quand même responsable. Alors c'est vraiment le degré de responsabilité est moindre, hein, et c'est seulement à condition que vous ayez effectivement une influence nécessaire. Le principe c'est c'est principalement, alors je ne peux pas vous répondre sur la responsabilité civile parce que l'article n'a pas encore été négocié du tout. Ils ont gardé ça pour vraiment les derniers trilogues. Hein. Je vais y arriver, mais l'idée c'est vraiment l'idée de désengagement responsable. Okay. Le désengagement responsable, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la capacité de levier pour faire changer les choses au niveau de votre fournisseur, vous êtes censé faire un effort supplémentaire, essayer au maximum de faire changer les choses. Si au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'effet et que le fournisseur ne va pas changer son impact, encore une fois sur l'environnement ou sur les droits sociaux, alors vous avez une obligation de vous désengager de ce fournisseur-là. Mais l'OCDE et les Nations Unies incitent à ce qu'on appelle effectivement le désengagement responsable, c'est-à-dire qu'à ce moment-là vous êtes aussi censé prendre en compte quelles vont être les conséquences de votre désengagement. Si par exemple vous et puis d'autres clients décident de se désengager et que ça inclut la faillite du partenaire ou le licenciement d'une partie des travailleurs, vous êtes censé contribuer à hauteur de votre responsabilité, c'est-à-dire si vous êtes pour 10% du chiffre d'affaires de ce client-là, à hauteur de 10%, vous êtes censé contribuer à la compensation des travailleurs. Et ça s'est vu par exemple sur des situations liées au Covid où certaines entreprises du textile ont complètement coupé leurs commandes, etc., etc. Et il y en a quelques-uns qui ont effectivement contribué de façon volontaire parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas d'obligation légale. Alors, on n'a pas d'obligation légale, sauf en France. Ouais, je vous rappelle très très bien. Je vous renvoie à ce qu'on appelle les 36 mauvaises pratiques qui ont été mises en avant par l'Observatoire, par l'OSAR et par la médiation. Toute rupture unilatérale de relations commerciales peut être poursuivie.
ça rentre dans les cas de rupture abusive, ça rentre dans le cas des mauvaises pratiques. Donc si on vous joindra justement pour rappel ce guide des mauvaises pratiques achats, mauvaise pratique achat, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. C'est pas un moyen de négociation, hein. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, donc c'est la prolongation de ce qui existe en droit français et souvent qui est oublié par les acheteurs, de pouvoir rentrer dans cette logique de rupture raisonnable, de désengagement, parce que ça a un impact. Du jour au lendemain, 100% des clients quittent une entreprise, elle dépose le bilan. Et dans le code du commerce, elle est réciproque. Ça veut dire que bien sûr, on la voit au niveau des achats, mais on la voit aussi au niveau du commerce. Vous êtes distributeur, vous n'arrêtez pas, vous êtes une marque et vous avez des distributeurs, vous n'arrêtez pas de leur vendre à un moment. Sans les prévenir, sans mettre un délai. Dans le monde de l'alimentaire, elle existe déjà. Hein. Elle est réglementaire au niveau de l'Europe. Pour ceux qui ont un peu lu la loi Egalim 2, vous avez une obligation de préavis. Minimum. C'est une des seules lois, pour le coup, qui met ce qu'on appelle un préavis minimum. 6 mois. Après, c'est le juge qui regardera la situation. Et je dirais même que s'il y a une situation de dépendance économique, une rupture brutale, la solution, ça peut être jusqu'à reprendre l'entreprise comme fille. Voilà. Ça va jusqu'au reclassement total. Je suis pas sûr que vous verrez, je suis pas tout à fait d'accord pour faire gérer la situation. Mais c'est pour ça qu'on voit par exemple, des entreprises qui aident leurs fournisseurs à se diversifier. C'est ça. Oui, parce que ça fait partie effectivement d'un développement durable pour le fournisseur autant que pour vous. C'est une sécurité pour tout le monde. Donc là, on va revenir au dernier point, effectivement, sur les obligations de reporting entre la CS3D et la CSRD. La connexion, c'est qu'il y a les législateurs effectivement essayent il n'y a pas de duplication des exigences en matière de reporting, c'est-à-dire que toutes les obligations de reporting de la CS3D font référence à la CSRD et qu'on est dans le même champ d'application, en tout cas pour les entreprises européennes. Pour les sociétés étrangères, il y a encore en cours de discussion, mais a priori la seule différence ce sera effectivement sur les sociétés étrangères, c'est-à-dire qu'on aura un champ d'application probablement plus large dans la CS3D où les entreprises étrangères auront un seuil plus bas en fonction de leur chiffre d'affaires au niveau européen et seront obligés de faire du reporting dans le cadre de la CS3D selon les termes de la CSRD, etc. La double matérialité prévaut. Donc les entreprises doivent rendre compte des questions qui les affectent à la fois sur le plan financier et sur le plan social et environnemental. La définition des normes est encore partiellement en cours. Vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais vous avez effectivement l'EFRAG qui est l'entité européenne qui définit ces normes qui est encore en cours de travail. On a pour l'instant les normes indépendantes des secteurs qui ont été définies et approuvées. Elles ont été, il y a eu tout un processus de consultation, elles ont été lancées officiellement en juillet. Elles ont fini d'être approuvées en octobre. Si vous avez suivi aussi, il y a eu une petite bronca au niveau du Parlement européen avec les partis conservateurs qui ont essayé d'éliminer ces indicateurs-là. Heureusement pour nous, ils ont perdu. Ce qui par contre est mis en attente, c'est la définition des normes sectorielles. Selon la CSRD, normalement, elles auraient dû être définies dans la foulée des normes indépendantes. Et là, la Commission européenne, dans son programme de travail de 2024, a demandé leur mise en pause et le report de ces normes-là seulement en 2026, parce qu'ils veulent prioriser la rédaction des guidances pour la mise en œuvre des différents indicateurs avant la définition des indicateurs sectoriels. Et les normes sectorielles vont concerner 26 secteurs, dont certains effectivement correspondent à la liste des secteurs à haut risque dans la CS3D. Encore une fois, cette liste des secteurs à haut risque n'est pas encore finalisée, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que ce sera. Après, on se doute que de toute façon, le on étant complètement non qualifié, que c'est en lien avec la taxonomie. Donc forcément, cet impact va toucher, même si les limites se définiraient à hauteur de 250 personnes ou 500 personnes, et sur le risque à 250 personnes dans les effectifs, d'aller sur les entreprises, mais plutôt les secteurs d'activité qui sont les plus polluants ou les plus impactants sur ces problématiques-là.
Alors juste pour la classification des standards, vous avez effectivement ces différents types de standards, les standards généraux, enfin les normes générales, environnementales, sociales et gouvernance. Les secteurs prioritaires pour les FRAG à ce jour, pour les travaux sur les normes sectorielles, ce sont les suivants, donc énergie, agriculture, transport, bâtiment immobilier, textile, construction automobile, transport une deuxième fois, vous êtes contents, exploitation minière, pétrole et gaz, alimentation et boissons et produits chimiques. Encore une fois, c'est à ce jour, c'est dans l'attente de détermination, c'est pas encore défini complètement. Le calendrier de mise en œuvre de la CSRD, là, on est au niveau de l'adoption des secteurs Là, c'est là où on a adopté effectivement les indicateurs indépendants. Ça, a priori, c'est repoussé en 2026. Et les obligations de reporting, on va les voir sur la slide suivante. Celles-là, par contre, elles sont fixes. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille et en fonction de savoir si vous étiez ou pas concerné par la NFRD au départ, vous avez un phase-in, un transfert entre guillemets des obligations entre la NFRD et la CS3D qui va s'étaler sur le temps. En fonction de la taille et en fonction de ces obligations. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées. Et au niveau de la CS3D, au niveau de la CS3D, on est a priori en train d'arriver à un seuil d'application qui sera peut-être probablement plus haut que celui de la CSRD. Donc là où on est dans la CSRD sur des entreprises au-dessus de 150 employés, sur la CS3D, pour l'instant, on est en train de revenir peut-être à un seuil plus haut. Et encore une fois, c'est pas encore défini. Plus haut, c'est-à-dire que ce sera un nombre d'employés plus important. Donc le projet de 500 salariés ou 250 sur les secteurs à risque, c'est bien plus. Alors les secteurs à risque ont déjà été plus ou moins éliminés dans la négociation. Enfin, il y a la différence de seuil par rapport à secteur à risque ou pas secteur à risque a été normalement plus ou moins éliminée. On était sur un seuil de base de 250. Et là, a priori, dans les négociations, dans le trilogue, ils sont en train de faire remonter ce seuil-là dans les donnants-donnants que font le Parlement et le Conseil. On est en train d'arriver à un scope, à un seuil plus important, c'est-à-dire probablement plus aux alentours de 500 employés. Ah ouais, genre, on entend. Alors ça dépend à qui vous parlez, hein. Et puis ça dépend des positions qui sont défendues. Le Parlement défend une position avec effectivement un champ d'application plus large. Le Conseil, systématiquement, va demander un champ d'application plus restreint. Donc avec mes modestes connaissances, on passe de 5000 à 500. 5000 ? Oui, par rapport au devoir de vigilance qui existe. Ah oui, en France, oui. Et en Allemagne, ils étaient à 1000, je crois. Et dans la l'SKG, c'est 1000. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on augmente le périmètre des entreprises impactées par... Exactement. Oui. Donc, dans le cadre des différentes études qui ont été produites par Deloitte, Price ou d'autres cabinets, KPMG en particulier, sur le périmètre tel que défini hors du secteur particulier d'un seuil de 250, on passe en Europe à plus de 55 000 entreprises qui vont être dans cette logique-là, touchées. Ah oui, touchées, concernées. Après, si vous remettez cette obligation. Après, si vous remettez ça au niveau du secteur de l'entreprise en règle générale, vous avez quand même au niveau européen 95% des entreprises qui sont des petites et moyennes entreprises, donc qui ne sont pas concernées. Donc il faut toujours remettre les chiffres aussi en rapport avec... Ça varie, ça va quand même assez vite. Hein. Alors, ça va aller assez vite parce qu'il ne faudra juste pas oublier que dans cette équivalence du devoir de vigilance, c'est votre chaîne de sous-traitance que vous allez identifier. Donc ça touchera au rang 1 et rang 2, donc au final ça finira par toucher plus que ces 55 000 entreprises. Mais oui, ça ne couvrira pas l'intégralité de toutes les entreprises. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres, pas normes, mais d'autres discussions qui portent sur la partie rapport extra-financier qui seront en train d'amener des critères de réponse obligatoire sur lesquels le MEDEF ne va pas forcément dans la logique du devoir de vigilance. Une petite question, on est au sirène ou on est au sirène? Parce qu'imaginez qu'on a un groupe avec 25 entreprises de moins de... Mais si le groupe fait la totalité donc, du chiffre... On est sur la notion groupe.
Ouais. de groupe, qui est pour le coup, qui par rapport à d'autres réglementations a au moins le mérite de consolider un peu les pratiques. Après, on a effectivement, alors ça c'est encore un peu tendancieux comme point de négociation, parce qu'effectivement il y a des définitions de comment on consolide des groupes qui dépendent aussi des pays. Les États membres ne le font pas de la même façon. Et ce qu'on essaie de voir par contre au niveau de la CS3D, c'est qu'ils arrivent un des points de négociation entre le Parlement et le Conseil, ça a été effectivement de définir on va dire quelques éléments, quelques critères de sécurité pour éviter que les entreprises qui seraient normalement au-dessus du seuil, par des pratiques diverses et variées, créent 40 filiales qui leur permettent de sortir du seuil. Donc là, ça normalement, il y a un minimum, le seuil remonte, mais il y aura des garanties pour éviter que les entreprises essayent de se dédouaner de ça. Ils essayent aussi d'inclure les franchises. Oui. Exactement. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué comme débat. Alors, parmi mes partenaires associatifs, il y en a beaucoup qui ont demandé ça, mais malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué à calculer et à intégrer. Donc, je ne suis pas sûre qu'on l'obtienne, ça. Mais bon, quand on est Carrefour, ça fait quand même 80 000 salariés au lieu de 100 000. Ça rentre dans la grille. Voilà, donc moi j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Bravo. Merci beaucoup. Des questions? J'ai des questions. Concernant les outils proposés pour pouvoir suivre, recueillir et suivre les plaintes, est-ce que vous en avez déjà identifié? Alors encore une fois, j'ai pas fait une étude de marché. Moi, j'ai été en contact et en discussion avec cette entreprise qui s'appelle Ulula, qui est basée à Lyon, qui a priori fait un travail qui est très bon, d'après ce que je peux en voir. Encore une fois, c'est pas une validation, c'est pas un certificat pour vous dire qu'ils sont parfaits, non. Mais a priori, dans ce que j'ai pu voir, ils font du bon travail.